présider donc cette session sur la laïcité. Mon nom est Geneviève Notens, je suis professeure de sciences politiques à l'Université du Québec à Chicoutimi, titulaire de la chaire de recherche du Canada sur la démocratie et la souveraineté. Dans cette session qui s'intitule « La laïcité, un aperçu des modèles et débats actuels », en fait, il y a deux grandes questions ou deux grands ordres de préoccupations qui ont été présentés aux conférenciers. D'une part, quels sont les enjeux, la structure, les contenus et les ramifications du débat sur la laïcité de part et d'autre de l'Atlantique? Et le second ordre de préoccupation, est-ce qu'une conception interculturaliste de la laïcité est possible? Notre premier conférencier sera M. Jean-Paul Villem, qui est de l'École des pratiques des hautes études. Alors, M. Villem est docteur en sciences religieuses et docteur en sociologie. Il a enseigné à l'Université de Strasbourg. Il est depuis 1992 directeur d'études pratiques à l'École pratique des hautes, directeur d'études à l'École pratique des hautes études de la Sorbonne. Il est aussi membre du laboratoire groupe Société, Religion, Laïcité. Et il a dirigé de 2005 à 2010 l'Institut européen en sciences des religions. Il a publié de nombreux ouvrages, dont Sociologie des religions, Europe et religion, les enjeux du 21e siècle, et tout récemment, Le retour du religieux dans la sphère publique vers une laïcité de reconnaissance et de dialogue. Monsieur Villem. Merci. Merci aux organisateurs de ce symposium. Je suis très heureux de m'exprimer devant vous aujourd'hui pour traiter en 20 minutes un exploit de la laïcité à l'échelle européenne. L'Europe est riche d'une grande diversité culturelle, linguistique, on le sait, mais aborder la question de la diversité européenne sous l'angle des religions et de la laïcité, c'est d'abord, je crois, devoir rappeler, surtout dans un dialogue interculturel transatlantique, quelques éléments essentiels constitutifs de l'expérience historique de l'Europe et dont certains traits se prolongent jusqu'à aujourd'hui. Ce premier trait que je voudrais rappeler, c'est que l'Europe n'est pas seulement riche d'héritage religieux, mais aussi de traditions philosophiques questionnant le religieux, ses affirmations, ses prétentions, la raison, le questionnement critique, le libre examen, le doute, font tout autant partie du patrimoine culturel de l'Europe que les traditions religieuses qui ont marqué son histoire, en particulier le christianisme dans la diversité de ses expressions confessionnelles. On peut dire que dans l'histoire de l'Europe, une certaine dialectique entre la foi et le doute, la croyance et la raison se trouve au cœur de la trajectoire européenne. Aujourd'hui, dans une Europe sécularisée, et on s'interroge en sociologie des religions sur l'exception européenne, les enquêtes européennes sur les valeurs nous montrent une croissance des personnes qui s'identifient comme étant sans religion, en particulier chez les jeunes adultes. Et cette dialectique entre les affirmations religieuses et le questionnement de la religion se poursuivent dans la façon même d'être religieux, car on constate aujourd'hui un certain brouillage des frontières entre croyants et incroyants. Nous avons des croyants doutants, nous avons des doutants croyants, des religieux pas très croyants et des sans religion qui partagent un certain nombre de croyances. Mais cette différenciation s'exprime aussi aujourd'hui sous une forme militante et polémique, tant de la part de religieux qui pourfendent le sécularisme, l'hédonisme individualiste, les consuméristes, autrement dit l'abandon de Dieu, de références religieuses, mais à ces voix religieuses intransigeantes répondent aussi un réveil de l'athéisme militant qui pourfend les religions et ses prétentions. Le deuxième trait que je voudrais d'emblée souligner, c'est que l'histoire de l'Europe est traversée par un débat récurrent sur la délimitation de l'autonomie respective des pouvoirs spirituels et temporels, et le fait même qu'il y ait eu des tensions, des conflits et toutes sortes de combinaisons, de confusions, quasi-fusions entre ces deux pouvoirs, marque que l'Europe distingue ces deux pouvoirs. Et il faut aussi rappeler que l'Europe
a fait aussi dans certains pays l'expérience d'athéisme d'État qui se sont traduits par certaines limitations, persécutions de personnes religieuses. Enfin, troisième trait, mais il y en aura aussi un quatrième, l'histoire de l'Europe a été profondément marquée par des conflits confessionnels, par des guerres de religion, par des croisades, par l'antisémitisme. L'Europe, c'est la terre des déchirures du christianisme, d'abord entre le christianisme latin occidental, le christianisme orthodoxe oriental, et ensuite entre le catholicisme romain et les christianismes protestants. L'Europe a été marquée par la présence et la rencontre avec l'islam, qui font aussi partie, ça fait aussi partie de l'expérience historique européenne. L'Europe, on peut dire, l'Orient est aussi en Europe, avec ces déchirures du christianisme. Bref, beaucoup de sang a coulé au nom de Dieu ou de sa négation en Europe, et cela s'est même prolongé dans les années plus récentes avec ce qui reste du conflit d'Irlande du Nord, la guerre des Balkans, et tout aussi ce qu'a représenté l'athéisme d'État. Il est donc important tout d'abord de rappeler que si l'Europe c'est ce passé de violence associée à la religion ou à sa négation, l'Europe c'est aussi et surtout l'histoire de la pacification des violences religieuses et antireligieuses et de l'émergence de sociétés démocratiques respectant la liberté de conscience et de pensée et le pluralisme convictionnel. Et donc, l'Europe, c'est la construction historique d'une paix et d'une tolérance civile. J'insiste sur historique, ce sont des choses qui ne se font pas en un jour et qui se font aussi dans le conflit. La construction historique d'une paix et d'une tolérance civile permettant aux différents pays de s'organiser comme collectivité politique, tout en admettant la pluralité des options religieuses et philosophiques des populations. Et ce processus est en particulier fait par l'autonomisation du politique et du droit par rapport aux religions. Une autonomisation qui, encore une fois, ne s'est pas faite sans heurts ni sans conflit. On peut faire la généalogie, et certains auteurs s'y emploient, la généalogie philosophique, politique et religieuse de cette trajectoire, et on se dispute même à propos de cette généalogie. Est-ce que cet acquis, c'est quelque chose qui a essentiellement été gagné contre les religions, ou est-ce que aussi il y a des dimensions et des contributions religieuses à cet avènement de collectivités politiques acceptant la pluralité religieuse et convictionnelle. En tout cas, on peut dire que cela se traduit à partir d'une certaine décléricalisation du religieux, d'une sécularisation du politique, et que le renoncement religieux au pouvoir politique et le renoncement politique au pouvoir spirituel sont devenus des marques essentielles de la démocratie. Et c'est bien pour cela qu'on peut, à mon sens, parler, mais je vais m'en expliquer, de l'émergence de ce que j'appelle une laïcité de reconnaissance et de dialogue, même s'il y a toujours, bien évidemment, des divergences et des discussions à ce sujet. Je voudrais également rappeler que l'Europe est constituée de différents États et chacune de ces collectivités politiques a une identité. Il y a tout un processus de nation building, de state building de chaque collectivité politique qui forme aujourd'hui l'Europe, et que nombre de ces identités nationales ont des dimensions religieuses, car l'Europe a été très marquée par le cuius regio et ius religio, la territorialisation de l'appartenance religieuse, et les territoires ont été profondément marqués par telle ou telle tradition religieuse. Et je pense qu'on voit encore la trace de toute cette trajectoire historique dans le fait que les imaginaires nationaux sont, à mon sens, moins sécularisés que les populations elles-mêmes, et il y a des débats récurrents sur les signes religieux
qui serait acceptable dans l'espace public, comme précisément cette fameuse affaire Lozzi en Italie concernant les crucifix dans les salles de classe des écoles publiques. On peut aussi, et c'est discuté, il y a eu des tensions, des conflits à propos de la mention d'héritage religieux dans le préambule de la Charte des droits fondamentaux ou dans le préambule du traité, dans d'autres textes, si mention des héritages religieux, s'il fallait mentionner Dieu, comme certains le réclamaient, s'il fallait mentionner telle ou telle religion. Il y a une solution qui a été adoptée, en particulier pour le préambule du traité de Lisbonne, et j'ai argumenté en disant qu'en fin de compte, c'était un compromis laïque qui l'avait emporté. Je pourrais m'en expliquer. Je voudrais également insister sur le fait qu'à partir des singularités de l'histoire politique et de l'histoire religieuse de chaque État, des singularités de ces deux histoires et des singularités dans la façon dont ces deux histoires ont interféré, que tout cela est à l'arrière-plan de la construction historique de dispositifs nationaux de relations État-religion qui, au point de vue sociologue, sont évidemment des construits historiques, mais que ces dispositifs nationaux, ces solutions nationales des relations État-religion sont devenus, et on voit même ce point, à mon sens, ressurgir dans certains pays, des éléments des identités nationales des collectivités politiques des différents pays d'Europe. Et l'on constate même en France une certaine, je dirais, nationalisation du concept de laïcité brandi comme un élément de l'identité nationale. Mais on constate aussi dans d'autres pays, et ça crée aussi des dialogues et des tensions, comme par exemple des discussions franco-allemandes, chacun revendiquant, en fin de compte, la pertinence de son modèle, mais construit à travers une certaine expérience historique. Et encore une fois, pour certains pays d'Europe, cette expérience, c'est l'athéisme d'État et le fait que la sortie du monde communiste a aussi représenté certains aménagements des relations État-religion. Alors, premier point, très rapidement, la laïcité. Quel mot n'ai pas-je prononcé ? Je suis tout à fait d'accord, et je tiens d'emblée à le dire, avec ma collègue Micheline Milot, lorsque, dans son ouvrage sur la laïcité dans le Nouveau Monde, le cas du Québec, elle insiste sur la nécessité d'extraire ce concept de son contexte français d'émergence historique pour le dégager de son usage idéologique et mieux le penser comme concept politique. La laïcité concerne, dit-elle, l'aménagement politique, puis la traduction juridique de la place de la religion dans la société civile et dans les institutions publiques. Fin de citation. Tout à fait d'accord, mais vous voyez que on a entendu tout à l'heure, il n'y aurait que 3 États laïques, la France, la Suisse, la Turquie. Pour d'autres, il n'y a que la France qui est laïque. Et donc, la question se pose, la laïcité est-elle une valeur européenne ? Lors de l'importante et fameuse rencontre du Conseil de l'Europe dans la République de Saint-Marin sur la dimension religieuse du dialogue interculturel en avril 2007, c'est vrai, j'avais été frappé que la déclaration finale de cette rencontre, tout en signifiant clairement les éléments constitutifs et fondamentaux de la laïcité européenne, avait recommandé d'éviter soigneusement le terme même de laïcité, car pour trop d'autres oreilles, il connotait trop système français de relations État-religion. J'ai toujours dit, et dans des réunions même au Conseil de l'Europe, que de toute façon, la chose était plus importante que le mot et qu'on peut user ou non du terme de laïcité, l'essentiel c'est de voir ce qu'il recouvre. Je voudrais dire aussi que, je ne suis pas le seul à l'avoir remarqué, le terme de laïcité est plus utilisé dans les langues latines, laicita, laicidad, qu'en anglais et en allemand, par exemple. Et donc, derrière ce constat linguistique, il y a
un fait que je ne suis pas le seul à avoir remarqué, qu'on parle plus souvent de laïcité dans les pays majoritairement catholiques que dans les pays majoritairement protestants, orthodoxes ou biconfessionnels. Dans les pays catholiques où la laïcité comme mouvement visant l'émancipation des institutions publiques et des personnes de toute emprise religieuse, ça apparaît comme une notion souvent plus opératoire dans ces pays que dans d'autres. Le philosophe Jean-Marc Ferry de l'Université libre de Bruxelles, comparant la France et l'Allemagne, remarque ainsi que la laïcisation de la société française n'est pas la sécularisation de la société allemande, et on pourrait remonter aux différenciations du rapport aux religieux dans l'Aufklärung, l'Enlightenment, les Lumières françaises, et les dispositifs nationaux et les situations actuelles sont encore héritières de tout cet héritage. Et si je prends la comparaison France-Belgique, il apparaît d'emblée qu'il y a la laïcité comme principe général des relations État-religion, neutralité de l'État des pouvoirs publics face aux options religieuses et convictionnelles dans des démocraties pluralistes, et la laïcité comme conception philosophique, libre penseuse et agnostique, promouvant une vision séculière de l'homme et du monde. Et je constate, le cas belge est riche de complexité, que si dans la Belgique francophone, on parle de centre d'action laïque, dans la Belgique flamingante, on parle de Centrale Freisinnerer Raad, c'est-à-dire centre de la libre pensée. Et donc, déjà, par la façon de traduire, on voit que c'est une autre conception de la laïcité, non pas le cadre global des relations État-religion, mais une option philosophique particulière qui représente une alternative par rapport aux religions. Et je pourrais ajouter que pour certains, c'est une troisième acception du terme de laïcité, pour certains, laïcité est plutôt identifiée avec une critique fondamentale et radicale de la religion et de ce que représente la religion étant dans ce cas-là identifiée comme obscurantisme, aliénation, et dont on devrait limiter au maximum les effets, la représentation sociale. Mais je le disais, la laïcité, il y a malgré tout une laïcité européenne. Et c'est d'abord un principe de neutralité de l'État et des pouvoirs publics vis-à-vis des conceptions religieuses et philosophiques de la vie, qui se décline en trois grands principes. La liberté de conscience, de pensée et de religion, incluant la liberté d'avoir une religion ou de ne pas en avoir, de changer de religion et de pratiquer sa religion, dans les limites du respect des lois de la démocratie et des droits de l'homme. Vous reconnaissez aussi l'article 9 de la Convention européenne des droits de l'homme. L'égalité de droits et de devoirs de tous les citoyens, quelles que soient leurs identifications religieuses ou philosophiques. La non-discrimination par l'État et les pouvoirs publics des personnes en fonction de leurs appartenances religieuses ou philosophiques. Donc, égalité de droits et de devoirs, principe de non-discrimination. L'autonomie respective de l'État et des religions, ce qui signifie aussi bien la liberté de l'État par rapport aux religions que la liberté des religions par rapport à l'État, dans le respect des lois en démocratie. Cette laïcité ainsi conçue, cette laïcité principielle, définit le cadre, les conditions fondamentales d'exercice de la liberté, liberté de religion dans les sociétés démocratiques, et je préfère employer le terme d'autonomie respective de l'État par rapport aux religions, car ce grand principe de laïcité est compatible avec différents dispositifs nationaux de rapport État-religion, avec différents régimes des cultes. Donc le principe fondamental de la neutralité, mais c'était rappelé tout à l'heure, c'est l'État qui est laïque, ce ne sont pas la société, et tout va en fin de compte se jouer dans la façon d'interpréter, de mettre en œuvre ce principe de neutralité. Je dirais qu'il y a des neutralités plus méfiantes
à l'égard du religieux, il y a des neutralités plus bienveillantes à l'égard des expressions religieuses et convictionnelles, et il y a donc des humeurs particulière par rapport au phénomène religieux. Vous employez hier le terme d'humeur. Je crois que dans les différentes sociétés, il y a des humeurs diverses par rapport à la question même de la religion. Et une des singularités franco-françaises, j'ai toujours dit que depuis la Révolution française, ça a construit une humeur et sensibilité particulière par rapport aux faits religieux. Et dans les rencontres européennes, j'ai toujours reçu ce genre d'interpellation de collègues d'autres pays. Mais pourquoi donc, Français, vous vous excitez autant dès qu'il s'agit de religion? Et c'est vrai que c'est quelque chose que l'on peut remarquer, c'est un point éminemment sensible. Mais pourquoi alors parler du développement d'une laïcité de reconnaissance et de dialogue dans une majorité d'États européens et ensuite dans les instances européennes? C'est juste sur ces deux points que je voudrais rapidement insister. D'un point de vue empirique, me basant sur une recension des cadres juridiques proposés aux religions pour leur existence légale vis-à-vis des autorités publiques, donc sur ce plan des cadres juridiques et sur ce plan des relations entre État et religion, telles qu'elles sont prévues dans les textes et mises en œuvre dans la pratique, on peut parler à l'échelle de majorité de pays en Europe d'une laïcité de reconnaissance et de dialogue. Comment on peut définir cette laïcité de reconnaissance et de dialogue? Je passe sur tous mes exemples empiriques, je n'ai pas le temps. Ces dispositifs prennent place tout d'abord dans le cadre de la laïcité telle que je l'ai définie tout à l'heure et qui dessine la laïcité à l'échelle européenne. Elle repose tout d'abord sur la reconnaissance de la religion comme fait religion ou option philosophique convictionnelle non religieuse, reconnaissance de ce fait social et culturel que représentent les religions comme réalité sui generis. Et la plupart du temps, c'est à travers des cadres juridiques spécifiques. Même en France, avec les associations cultuelles et les associations diocésaines. Deuxièmement, c'est reconnaissance à travers des procédures d'enregistrement de différents niveaux, avec des systèmes très différents d'un pays à l'autre, je passe. Mais le plus important, reconnaissance de la contribution des religions à la vie sociale et au bien commun, c'est ce que l'on rencontre dans différents pays à travers les textes, constitution ou une loi particulière, et des relations, des dialogues réguliers entre autorités publiques et représentants des religions et convictions philosophiques. Et cela, je le constate également en France, dans la République laïque qu'est la France. Et c'est ce modèle d'une laïcité de reconnaissance et de dialogue qui est aussi présent à l'échelle européenne, au niveau de l'Union européenne, mais qui a tout d'abord été initié au niveau du Conseil de l'Europe, dans des rapports notamment avec le Commissariat des droits de l'homme et des représentants des religions, et bien entendu dans tout le processus d'élaboration du livre blanc sur le dialogue interculturel. Et donc, je voudrais juste terminer par l'importance de l'article 17 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, puisque l'alinéa 3 de ce texte dit « Reconnaissant leur identité et leur contribution spécifique, l'Union maintient un dialogue ouvert, transparent et régulier avec ses églises et organisations. » Fin de citation. « Reconnaissant leur identité et leur contribution spécifique », ce qui signifie, et c'est un point important, et c'est une prise de position, je dirais, philosophico-sociologique, c'est la prise en compte du fait
que la démocratie est fragilisée si elle n'existe pas aussi dans les têtes, et que la démocratie, ce n'est pas simplement quelque chose de procédural, ce n'est pas seulement la séparation des pouvoirs, c'est aussi et essentiellement des démocrates, c'est-à-dire des personnes convaincues dans leur tête des bien-fondés de la démocratie et du respect du pluralisme, et que ceci, ça se construit dans des cultures particulières, qu'elles soient religieuses ou philosophiques, et que reconnaître l'apport des contributions convictionnelles qui mobilisent les affects des acteurs sociaux et les incitent à s'engager, que ce soit des religions ou que ce soit des conceptions philosophiques non religieuses, c'est une façon de prendre en compte les ressources de légitimation, d'action et de contribution que peuvent représenter les religions. Et il me semble que c'est le choix qui a été fait au niveau des institutions européennes comme de nombreux pays constituant l'Europe. Je vous remercie. Merci. Je m'excuse de fort impoliment vous interrompre, mais on doit procéder. Alors, merci, M. William. Nous passons donc maintenant à l'exposé de Gérard Bouchard, qui est historien, sociologue et professeur au département des sciences humaines à l'Université du Québec à Chicoutimi, titulaire de la chaire de recherche du Canada sur la dynamique comparée des imaginaires collectifs. Il a à son actif de très nombreuses publications. Il a aussi, comme vous le savez tous, présidé avec Charles Taylor la commission de consultation sur les pratiques de commandement reliées aux différences culturelles, dont le rapport intitulé « Fonder l'avenir, le temps de la conciliation » a été publié en 2008. Son exposé s'intitule « Les écueils et les enjeux du débat québécois sur la laïcité ». Merci Geneviève. Je voudrais d'abord vous dire à quel point j'apprécie la chance qui m'est donnée de pouvoir traiter enfin d'un sujet totalement dénué de controverses. Nous allons pouvoir passer 20 minutes tranquilles. En fait, je remplace quelqu'un qui a dû se désister, malheureusement. J'aimerais, dans cette présentation, soumettre quelques réflexions sur un certain nombre de principes et de critères qui pourrait soutenir la définition d'un régime de laïcité pour le Québec, une laïcité que je qualifierais d'inclusive et qui se déduit, je crois, de l'interculturalisme. Alors, vous avez parlé d'une laïcité de reconnaissance et de dialogue, et moi j'ai introduit un nouveau produit sur le marché des idées, laïcité inclusive. Un mot d'abord concernant l'évolution du débat québécois sur ce sujet depuis un demi-siècle. La laïcité a été, comme on sait, l'un des thèmes centraux de la Révolution tranquille, la laïcité et plus précisément la déconfessionnalisation, ou comme on disait aussi à l'époque, la décléricalisation. Je ne sais pas comment les traductrices vont se débrouiller avec ça, décléricalisation. Il s'agissait alors principalement de retirer au clergé catholique les pouvoirs importants qu'il exerçait dans les services publics. C'est donc la séparation, ou comme vous le dites encore mieux, l'autonomie mutuelle de l'État et de l'Église qui était alors en cause. Je pense qu'en regard, le débat actuel au Québec s'est centré dans une large mesure sur l'expression de la religion dans les institutions publiques et plus précisément sur le port de signes religieux chez les employés œuvrant dans ces institutions. Ce débat fait entendre de nombreux rappels en faveur d'un État plus laïque, ce qui laisse entendre que l'objet de ces rappels serait de même nature et se situerait dans le prolongement des réformes amorcées durant la Révolution tranquille. Or, j'aimerais faire à ce sujet deux commentaires pour relever, je pense, deux sources de confusion. Premièrement, à l'époque de la Révolution tranquille, le principal objectif visé était donc une séparation institutionnelle de l'État et de l'Église, une nouvelle répartition des responsabilités collectives et des pouvoirs entre ces deux acteurs. Il me semble que c'est autre chose qui est en jeu aujourd'hui, dans la mesure où le débat actuel tourne autour de la présence symbolique du religieux dans les instances de l'État et ses dérivés, et dans les effets négatifs qui pourraient en découler lorsque cette présence symbolique consiste dans le port de signes religieux par certains employés. Je pense que cette distinction est importante parce qu'elle met en relief des enjeux différents
qui relèvent de logiques spécifiques et qui n'autorisent donc pas, selon moi, le même type de conclusion. Je pense que le sens que nous donnons à la notion de laïcité peut être la source d'une autre confusion. Souvent, ceux et celles qui réclament plus de laïcité plaident en réalité pour une séparation plus accentuée de l'État et de la religion. Et ce n'est là qu'une dimension parmi d'autres de la laïcité. Vous avez vous-même décliné 7 ou 8 dimensions, je crois, dans votre définition de la laïcité. Moi, j'en ai un peu moins, mais en tout cas, ce sont des régimes de laïcité, comme certains déjà commencent à désigner tout ce qui tourne autour de ce thème. La laïcité comprend toujours divers principes, diverses valeurs constitutives, et la séparation de l'État et de la religion est l'une de ces composantes. Il y en a d'autres qui sont tout aussi importantes. Vous avez rappelé la neutralité de l'État vis-à-vis des religions, la protection de la liberté des citoyens en matière de conviction de conscience, qui est un concept plus général, d'ordre religieux ou non, l'égalité des religions ou des convictions de conscience, et je crois personnellement qu'il faut ajouter une 5e composante. Il s'agit de ce qu'on appelle couramment la valeur patrimoniale ou coutumière ou identitaire, au nom de laquelle il arrive qu'en toute légitimité, on rogne en quelque sorte sur la neutralité religieuse de l'État, entendue au sens le plus strict. C'est le cas par exemple quand l'État défraie les coûts de restauration de vieilles églises catholiques au nom de leurs valeurs architecturales et historiques, ou quand on dispose des symboles de fêtes chrétiennes dans des édifices publics, qui peuvent côtoyer d'ailleurs d'autres symboles, bien sûr. Dans cet esprit, je pense que ça n'a guère de sens de parler d'un État qui est plus ou moins laïque. Ce qui caractérise en réalité un régime de laïcité, c'est la façon dont sont agencées ou pondérées les 5 composantes que je viens d'énumérer, et on pourrait peut-être en ajouter quelques autres. Ces 5 composantes qui sont souvent en compétition entre elles-mêmes. Alors, je reviens aux expressions de la religion dans les instances de l'État et de ses institutions dérivées. Je pense ici à qu'on appelle des compagnies de la couronne, mais je pense surtout aux municipalités, qui sont des créations de l'État, qui sont des délégations du pouvoir de l'État. Comme je viens de le signaler, les composantes d'un régime de laïcité sont souvent en compétition. Liberté de religion versus principe de séparation, neutralité de l'État versus valeur patrimoniale, etc. Alors, comment gérer ces situations? Je crois qu'il y a 2 options qui s'offrent. La première consiste à instituer a priori une hiérarchie plutôt rigide entre les 5 principes ou valeurs. La seconde option consiste plutôt à se ménager une marge de manœuvre, une flexibilité qui est requise par la nature diverse et imprévisible des situations, et donc à viser une sorte d'équilibre dans les rapports entre les 5 composantes et dans leur application. Et je pense que c'est dans cette dernière direction que le Québec s'est engagé historiquement, et je pense aussi qu'il devrait continuer dans cette voie. Cela dit, en aucun cas, cette option, cette deuxième option, ne devrait conduire à porter atteinte à ce que l'on considère comme des valeurs fondamentales de notre société, qui, elles, ne sont pas ouvertes à la négociation. Et il est évident que l'égalité homme-femme fait partie de ces valeurs. Je signale aussi que dans le régime actuel, on relève bien des imprécisions, bien des carences auxquelles il faudrait remédier. La principale étant l'impossibilité où on se trouve présentement de se référer à un texte officiel pour savoir de quoi il retourne. Par ailleurs, on remarque aussi que les rares sociétés qui ont opté pour la première voie, et j'oserais dire que la France s'en rapproche, se sont vues obligées de faire place à de nombreuses exceptions qui sont devenues des sources d'incohérence et de contradictions. Certaines ont été signalées au cours des sessions aujourd'hui et même par M. Willem. Je veux dire un mot sur le port des signes religieux dans les instances de l'État. Nous pouvons constater que le débat public intense qui s'est déroulé depuis quelques années au Québec n'a pas réussi à dégager un consensus sur cette question. Et dans ce contexte, il me semble qu'il faut faire preuve de prudence et se garder de solutions radicales qui pourraient entraîner des conséquences négatives. Ma position est la suivante.
Nous savons qu'il n'y a pas de droit absolu, il n'y a pas de droit dont la portée est illimitée, même le droit à la vie n'est pas absolu. On envoie des soldats au front, on autorise des activités de loisirs extrêmes, ainsi de suite. Je crois qu'ils sont rendus maintenant à 5 ou 6 morts à l'Everest là, au mois de mai, mais ça ne semble pas déranger personne. Hein. Donc il n'y a pas de droit absolu, même le droit à la vie. La liberté de pratiquer, de manifester sa religion devrait donc admettre, elle aussi, des restrictions, comme tous les droits. Mais lorsqu'on veut restreindre ou supprimer un droit, il est nécessaire de pouvoir s'appuyer sur un motif supérieur, ce que les juristes appellent, je crois, la règle de la proportionnalité, en Europe aussi, je pense. La loi 101, qui a restreint au Québec ou supprimé certaines libertés, est un excellent exemple. L'État québécois pouvait invoquer un motif supérieur, dont le principe a même été reconnu comme légitime par la Cour suprême du Canada. Il s'agissait de rien de moins que la survie du Québec francophone. À une autre échelle, toutes les formes de discrimination positive ont pour effet de restreindre certains droits, mais là encore pour un motif supérieur reconnu par les tribunaux, dans ce cas pour corriger un préjudice qui lèse un groupe de citoyens ou de citoyennes. Je crois que la même logique devrait prévaloir en ce qui concerne le port des signes religieux. Je pense qu'il est légitime et même nécessaire de le restreindre là où on peut invoquer un motif supérieur qui puisse passer le test du droit. Exemple de ce que je considère moi comme des motifs supérieurs, la nécessité, et en les marquant clairement à certains endroits, la nécessité d'afficher le principe de la séparation et le principe de la neutralité de l'État. De même, la nécessité de protéger au maximum la crédibilité de certaines institutions fondamentales dans nos sociétés, en l'occurrence celles qui confèrent à leurs titulaires un pouvoir de coercition, un pouvoir de violence même, emprisonner un citoyen, ouvrir le feu sur un autre citoyen, etc. Le motif supérieur peut consister aussi dans des impératifs d'ordre fonctionnel, qui découlent des exigences d'un milieu de travail ou d'une profession, et en vertu de ces motifs supérieurs. Je crois qu'il est légitime d'interdire le port de signes religieux chez certains employés de l'État ou de ses institutions dérivées, en d'autres mots, de pratiquer ce que j'appelle une prohibition ciblée ou sélective. Exemple, et là vous allez voir que ma position n'a pas changé beaucoup depuis le rapport que j'ai co-signé avec Charles Taylor. Exemple, le président de l'Assemblée nationale, ses homologues à l'échelon municipal, les greffiers par exemple, qui devraient incarner la séparation de l'Église et de l'État parce que c'est l'enceinte même d'un État qui se dit laïque, les magistrats et les jurés, les agents de sécurité, les membres des forces de l'ordre, le protecteur du citoyen, et peut-être aussi, mais là, je ne suis pas bien fixé, peut-être aussi les dirigeants de certaines institutions scolaires, mais entre parenthèses. Suivant la même logique, on peut étendre l'interdiction au port du voile intégral chez les employés de l'État, non pas dans l'espace public, mais chez les employés de l'État. Et pour le reste, je ne vois pas personnellement, dans les argumentaires qui sont proposés à l'appui d'une prohibition totale des signes religieux, je ne vois pas l'équivalent de ces motifs supérieurs. Je ne suis pas convaincu, par exemple, que le port de signes religieux, par certains employés de l'État, compromet le principe de séparation des pouvoirs que j'évoquais tout à l'heure, au sens d'une séparation institutionnelle, d'une séparation des responsabilités et des pouvoirs. C'est là la valeur essentielle à sauvegarder, cette séparation, et si jamais elle devait être compromise par le port des signes religieux, je serais le premier à reconsidérer ma position sur ce point. Je note aussi que la thèse voulant que le port de signes religieux soit incompatible avec la règle d'impartialité qui incombe à tout employé de l'État, je note que cette thèse n'a jamais été démontrée. À l'encontre d'une politique d'interdiction globale s'ajoute aussi l'argument de l'intégration de notre société. Comme je l'ai souligné dans ma conférence d'hier soir, le Québec, pour diverses raisons, doit faire de l'intégration une priorité nationale et cet objectif doit évidemment être pris en compte dans notre gestion de la diversité religieuse. Opter pour des mesures
radicales dans ce domaine, à savoir des mesures qui ne seraient pas appuyées sur ce que j'ai appelé des motifs supérieurs, ou qui seraient dictées par une vision d'une hiérarchie rigide entre les composantes que j'ai évoquées. Il me semble que de telles mesures risqueraient en effet d'entraîner, sans raison valable, des exclusions et de creuser des divisions, en plus d'engager le Québec dans de très longues luttes judiciaires dont il aurait peu de chances de sortir gagnant de toute façon. Je me dois d'aborder brièvement, je m'en excuse auprès des musulmans et des musulmanes qui doivent être un peu tannés d'entendre parler de ça, mais je ne veux pas éviter de parler du foulard musulman ou du hijab. Je pense qu'au nom des impératifs fonctionnels, dans ce cas-ci de nature pédagogique, on pourrait éventuellement considérer la possibilité d'une interdiction du hijab chez les enseignantes du niveau primaire. Je dis bien la possibilité parce qu'en fait, encore une fois, je suis pour le moment indécis et je pense qu'il faut poursuivre la réflexion sur ce point. C'est ce que nous disent en tout cas les pédagogues. Mais il serait imprudent, dans le contexte présent, de décréter une interdiction globale. Nous connaissons les raisons principales qui sont mises de l'avant en faveur de cette option. Certaines ont été rappelées par des conférencières qui m'ont précédé. Mais en gros, les musulmanes qui portent le hijab, selon les arguments que nous connaissons, le feraient par soumission, sous la contrainte, sous l'effet d'une oppression, ou bien elles seraient victimes d'une propagande. On a parlé à ce propos encore dans le devoir la semaine dernière d'un lavage de cerveau. On soutient aussi que le hijab devrait être considéré comme un symbole intrinsèquement condamnable, un peu comme c'est le cas avec la croix gammée ou les symboles du Ku Klux Klan. Et enfin, les musulmanes qui portent le hijab seraient des extrémismes ou en voie de l'être, et c'est parmi elles qu'on trouverait les militantes pour le projet politique de l'islam, etc. Je tiens d'abord à signaler que chacun de ces argumentaires contient une part de vérité. Le problème, c'est la part de réalité qu'ils excluent. À la lumière de nombreux témoignages, nous savons, du moins dans le contexte québécois, et je pense aussi dans le contexte européen, si je me réfère à des exposés de tout à l'heure, que le port du hijab peut aussi être l'objet d'un véritable choix et répondre à des motivations diverses. Ce symbole n'est donc pas univoque. Et en conséquence, une prohibition totale brimerait, encore une fois sans raison valable, les droits d'un certain nombre de citoyennes. Dans le cas des personnes qui portent le foulard sous la contrainte, il faut aussi se demander si une mesure d'interdiction serait vraiment la meilleure façon de leur venir en aide dans leur milieu familial et dans leur milieu communautaire. Je voudrais d'autre part saluer l'apport précieux que certaines intervenantes ont apporté à ce débat au Québec en témoignant des horreurs auxquelles, dans certains pays, le hijab est incontestablement associé. Pour plusieurs femmes, ce symbole est donc un rappel très cruel. Et je crois qu'il faut être sensible à tout cela. Mais ici au Québec, il faut se poser deux questions. D'abord, est-ce que notre situation s'apparente à celle de ces pays? Et deuxièmement, est-ce que le Québec est en train d'évoluer dans cette direction? Je pense qu'on s'accordera pour dire que les données, les informations dont nous disposons présentement sur notre situation n'autorisent pas de répondre par l'affirmative à ces deux questions. En conséquence, ma proposition, c'est de s'en tenir pour l'instant au statu quo sur ce point, demeurer vigilant, certes, demeurer à l'écoute, mais surseoir à une politique qui ne s'accorderait pas avec le contexte actuel, du moins ce que nous en savons, et qui ne s'accorderait pas avec les règles de droit. Je termine par un mot sur les accommodements pour motifs religieux, pour rappeler d'abord ce que j'en ai dit dans ma conférence d'ouverture. Je crois que c'est moins le problème des accommodements, c'est moins le principe des accommodements qui fait problème au Québec que la façon parfois maladroite dont il a été appliqué. Vous noterez que je dis parfois. On peut être frappé en effet par l'ampleur de l'opposition à ces pratiques d'accommodement, telles que révélées dans des sondages récents, et le petit nombre, je dirais très certainement moins d'une dizaine, et peut-être moins des doigts de la main, le petit nombre de dérapages qui ont été médiatisés au cours des 3 ou 4 dernières années et qui ont suscité dans le public
les réactions légitimes que l'on sait. Il est remarquable qu'une forte proportion de Québécois une forte majorité de Québécois trouvent qu'on accorde trop d'accommodements, alors qu'on ne dispose d'aucune statistique qui permettrait de le savoir exactement. À la Commission, nous avons retourné toutes les pierres, nous avons fini par trouver une statistique qui était produite par le rapport commandé par le ministère de l'Éducation, qui était présidé par Herman Fleury. C'était extrêmement utile, mais c'était limité dans le temps et ça ne permettait pas d'asseoir une assertion comme celle dont je parle. Je voudrais également signaler que si, comme le suggèrent plusieurs intervenants dans le débat, si le Québec décidait d'interdire tout ajustement ou accommodement religieux, il serait peut-être la seule nation démocratique en Occident à adopter une telle mesure. Même un pays comme la France, qui est réputé être un pays laïque par excellence, pratique lui aussi à sa façon et sous d'autres noms les accommodements religieux. Et c'est le cas de virtuellement toutes les démocraties d'Europe, mais encore une fois, par des voies qui sont différentes et qui parfois ne sont pas avouées par le discours officiel, par les institutions. Alors, est-ce que c'est vraiment au Québec le choix que nous désirons faire? 3 brèves remarques en conclusion. Premièrement, j'ai essayé de montrer comment on peut déduire de l'interculturalisme un modèle de laïcité qui en retienne la philosophie, à savoir la recherche d'équilibre, le respect des différences, la protection des valeurs fondamentales, le souci de l'intégration et l'ouverture au débat démocratique. Il faut toujours se rappeler que l'objectif d'un régime de laïcité, c'est de faire en sorte que tous les citoyens puissent, autant que possible, vivre et agir ensemble dans leurs différences, d'où l'expression laïcité inclusive. Mais cela dit, je reconnais aussi sans difficulté que l'interculturalisme peut inspirer d'autres modèles, d'autres régimes de laïcité que celui que je viens d'esquisser. Deuxièmement, comme je l'ai signalé, le débat public au Québec n'a pas conduit à dégager un consensus, il a au contraire mis au jour des divisions profondes, je pense que les intervenants en conviennent. Il est donc temps que l'État intervienne, prenne en main ce débat avec les mécanismes parlementaires de notre démocratie, qu'il en fixe un agenda, un calendrier, et puis qu'à la fin, que ce mécanisme-là suive son cours. Et personnellement, je suis comme Pierre Bosset, je ne suis pas opposé à une loi, je ne suis pas vraiment opposé à une charte non plus. L'idée d'une charte crée beaucoup d'attentes, mais il faut savoir qu'une charte ne pourra pas tout régler, qu'elle devra s'en tenir à l'énoncé de principes généraux, de grandes orientations. Dans le contexte actuel, ce sera déjà beaucoup, vous me direz. Un autre inconvénient d'une charte a été signalé par Pierre Bosset. Une charte enlèverait au débat public la responsabilité de la discussion sur cette question parce qu'elle serait confiée désormais aux tribunaux. Alors, dans quelle mesure la démocratie serait-elle gagnante? Ce sont des questions qui sont extrêmement difficiles. Finalement, nos débats ont pris une forte tendance normative, je crois, au Québec, et il y a un grand besoin de données empiriques, de données statistiques qui nous permettraient de mieux connaître les nombreux aspects de notre réalité religieuse et de mieux évaluer le poids ou la portée des divers argumentaires qui sont mis de l'avant. Je crois que ça, c'est une véritable priorité. Il y a des projets qui sont en cours, mais il faudrait faire beaucoup plus pour qu'on connaisse mieux qu'est-ce qui se passe, pourquoi ça se passe ainsi, etc. Merci beaucoup. Merci. Alors, merci beaucoup à tous les deux. C'est maintenant le temps des interventions de la salle. Je vous rappelle les règles. Vos interventions doivent être brèves, ne pas dépasser 2 minutes. Vous devez, on vous demande de vous nommer, de bien préciser à qui s'adresse votre question. Nous avons à peine une vingtaine de minutes, donc essayons d'être disciplinés. Madame. D'accord. Marie-Michèle Poisson, présidente du Mouvement laïque québécois. Je me devais d'être ici aujourd'hui pour vous entendre, M. Willem, M. Bouchard. J'aime bien la définition que vous faites, M. Willem, de la laïcité comme étant un aménagement d'abord et avant tout politique et non pas idéologique. Par contre, ce que je déplore, c'est qu'on ne prend pas en compte dans votre exposé le contexte politique dans lequel la laïcité est devenue nécessaire, surtout en France. C'est-à-dire, il ne faut jamais oublier, et là j'espère avoir des commentaires là-dessus,
que la France, le royaume de France, était particulièrement réfractaire à toute forme de réforme religieuse et que ces réformes ont pu s'appliquer dans les pays du nord de l'Europe, ce qui fait que probablement qu'on a dû recourir à des moyens beaucoup moins radicaux que ce qui a dû être fait en France pour faire valoir la liberté de conscience. Par ailleurs, je m'inquiète aussi du principe de reconnaissance qui omet de considérer l'époque quand même très importante du début du dernier siècle, les 50 années de 1900 à 1950, surtout à l'apogée avec le fascisme et tout. C'est-à-dire qu'en Europe et aussi ici au Québec, il y a eu un retour du religieux très fort à la faveur du fascisme. Et quand on pense au jugement qui reconnaît, c'est un nouveau mot que j'ai appris aujourd'hui, une nouvelle expression, la marge d'appréciation nationale pour l'Italie, de pouvoir maintenir l'obligation des crucifix, on omet de rappeler que c'était un décret de Mussolini qui avait imposé les crucifix, donc une tradition, une histoire toute récente. Même chose pour le soi-disant crucifix qui a une valeur nationale au Québec, dans l'Assemblée nationale au Québec, c'est Duplessis qui l'a installé en 1936 à la faveur du même courant idéologique fasciste de l'époque. Même chose aussi pour 1982, Constitution canadienne, article qui précise que la suprématie de Dieu doit être honorée. C'est récent comme tradition. Et ce n'était pas dans les intentions de Trudeau à l'époque. On me dit que c'est des conservateurs de l'Ouest canadien qui ont fait pression pour, à la toute dernière minute, introduire ce préambule à la Constitution canadienne. Je m'excuse, Mme Poisson. Je sais que c'est long. Vous préciser une question? Vous Donc, voulez qu'il réagisse à vos commentaires? la question, la prise en compte de l'élément culturel en omettant le contexte historique et politique de récupération quand même assez récurrent du religieux à des fins politiques, est-ce que c'est prudent? Est-ce que la culture qui n'a pas cette perspective-là ne devient pas cheval de Troie pour une autre époque de récupération politique? Et c'est ce que je vois poindre avec ces exceptions que vous faites au nom de la culture pour réintroduire du religieux. Merci. Et M. Kim Lika l'avait bien évoqué, la troisième phase du multiculturalisme, c'est un multiculturalisme récupéré politiquement par des groupes qui avaient intérêt à le faire. Je ne crois pas qu'il ait tout à fait dit cela, mais enfin, je vais passer la parole à M. Willem, brièvement, s'il vous plaît. La mise en œuvre de la laïcité est toujours contextualisée et est marquée par l'histoire. Vous avez tout à fait raison de rappeler qu'il y a la trajectoire historique de la construction de la laïcité en France qui a été marquée par le conflit des deux France et qui s'est opposé à un certain intransigeantisme catholique au XIXe et au début du XXe siècle. C'est tout à fait clair. Donc, on peut restituer, et ça a été fait, la trajectoire de ce qu'a représenté le combat laïque par rapport à un pouvoir religieux réel et qui n'acceptait pas la déconfessionnalisation de l'État ou la laïcisation scolaire, par exemple. Mais il faut bien marquer les évolutions. Et moi, dans les analyses que je fais, si vous voulez, il y a toujours cette mémoire de la laïcité de combat, mais aujourd'hui, la situation est tout autre d'un point de vue sociologique, d'un point de vue de l'expression même des religions et de l'expression même des convictions non religieuses ou anti-religieuses. Il y a des fanatismes, des extrémismes religieux qui provoquent des réactions très fortes et c'est tout à fait compréhensible. Le combat continue à un certain niveau, mais en même temps, dans des sociétés sécularisées, on parlait de démotivation à l'égard du politique, de la chose publique. Il y a un véritable vide de sens et d'orientation et il y a une pratique de laïcité, déjà d'intelligence, comme dit le philosophe agnostique Régis Debray, prise en compte de ces faits sociaux et culturels que représentent les mondes religieux.
qu'il faut appréhender précisément de façon, je dirais, non religieuse, comme fait social et culturel, qui structure même au-delà des pratiques ou des non-pratiques des uns et des autres, qui peuvent structurer plus profondément qu'on ne le pense, des comportements, des attitudes, et qui ont constitué et continuent à constituer pour un certain nombre de personnes des ressources identitaires, des ressources et des motivations pour l'action, des ressources convictionnelles également pour l'engagement civique public, y compris pour la défense de la démocratie et la défense de la laïcité. Nous sommes, à mon avis, dans une conjoncture en Europe où la laïcité apparaît de plus en plus comme un bien commun des croyants et des incroyants, et que la laïcité, ce n'est ni l'athéisme d'État, ni ne s'identifie pas avec un combat qui disqualifie en soi la religion, que c'est l'aménagement, et ça c'est une radicalisation de la laïcité, dans des sociétés que je qualifie avec Jürgen Habermas à la fois de post-chrétiennes et de post-séculières, et que dans ce cadre-là, les convictions et les terreaux culturels dans lesquels se forgent les convictions, qu'elles soient religieuses ou dans d'autres philosophies ou d'autres systèmes convictionnels, sont des éléments intéressants à prendre en compte dans la vie démocratique. Merci. Monsieur Bouchard. Moi, je dirais simplement une remarque très rapide. Pour moi, je crois qu'une démarche de laïcité doit être à la fois culturelle, juridique et sociologique. Et que si vous consultez certains juristes, ils vous expliqueront que ces trois dimensions se ramènent à une seule, que le droit lui-même doit tenir compte de la culture et des éléments sociologiques. Bon, alors, je ne vais pas jouer sur les mots, hein. Moi je pense qu'il faut tenir compte de ces trois variables-là. Merci. Madame Farrell. Merci. Donc, je suis Gilda Farrell du Conseil de l'Europe et citoyenne de l'Europe. J'aurais en effet deux questions. J'ai participé récemment à une conférence d'un gynécologue qui dirige un des 12 centres en France qui travaille sur les cellules souches et qui expliquait l'attitude des religions dans la discussion sur la nouvelle loi des bioéthiques en France, en disant combien l'Église catholique était active derrière la scène, tandis que les musulmans faisaient plus de confiance à la science, autant que les protestantes. Je me demande qui apportait plus à la laïcité en France en termes d'influence des grandes décisions sur la vie à l'avenir. Le deuxième commentaire, et je voudrais, M. Pillon, que vous me répondez à ça. Le deuxième, c'est qu'on a vu les révolutions dans les pays du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord récemment. Et je me demande si vous, M. Bouchard, autant que moi, avez été frappé de voir ces femmes avec le hijab crier au besoin de la démocratie. Et donc, la question que je me pose, est ce que notre débat ne sera pas un peu archaïque lorsqu'on axe le débat sur la laïcité autour des foulards et du hijab? Et ce n'auront pas d'autres questions sur la démocratie à se poser dans notre pays? Et pourquoi nous avons besoin d'un certain populisme pour gouverner nos diversités? Lorsqu'on constate que dans des pays de tradition musulmane, il y a une effervescence et un désir de démocratie qui n'a rien à voir avec les vêtements. Merci. Merci, Madame Farrell. Par rapport aux problèmes bioéthiques et qui sont nombreux, statut de l'embryon, diagnostics prénataux, bioéthique, etc. Il me semble important de dire que la laïcité, ça doit être l'aménagement du débat et la reconnaissance de la légitimité du débat
Jules Ferry avait dit on ne vote pas Dieu en assemblée. Bien entendu. Est-ce qu'aujourd'hui, on ne pourrait pas dire qu'à travers un certain nombre de décisions qui sont à l'agenda des décideurs politiques, est-ce qu'on ne va pas voter l'homme en assemblée, ou une certaine conception de l'homme par des décisions prises, par exemple, en matière de bioéthique? Que cela engage un débat public auquel des différents représentants de convictions religieuses et philosophiques participent, défendent leur point de vue, ça me paraît être une pratique de la laïcité. Cette laïcité de reconnaissance et de dialogue dégage aussi bien des convergences que des divergences, des tensions et des conflits. Il faut accepter les tensions et le conflit. Simplement, ensuite, il y a la traduction, une décision, par exemple législative, qui est prise et qui doit être respectée par tous. Et donc, c'est là, évidemment, une distinction fondamentale. Car dans un État respectant la laïcité, on ne va pas prendre une décision parce que tel groupe, fût-il majoritaire, tel groupe religieux, fût-il majoritaire, était de telle ou telle position. Ce n'est pas ça qui va être le motif principal de la décision. Et ensuite, la décision prise s'impose à tous et en laïcité, on le respecte. L'interruption volontaire de grossesse a été votée en France, malgré l'opposition de la principale religion représentée en France, mais avec la sauvegarde du droit de conscience du médecin qui peut, au nom de sa liberté de conscience, ne pas pratiquer un avortement et que nul n'oblige personne à être catholique ou à être d'accord avec les positions des magistrats romains sur cette question. Moi, je dirais quand même que c'est plus une querelle de vêtements. Il y a des valeurs fondamentales, il y a des enjeux fondamentaux en dessous. On parle d'égalité homme-femme, on parle des libertés, la liberté des personnes, on parle de la tolérance de la différence, on parle de la place de religion dans la vision du monde que l'État doit promouvoir auprès des citoyens et dans ses institutions. Et bien sûr, on parle en définitive de rapport de pouvoir. Alors, je ne l'ai pas mentionné tantôt parmi l'une des dimensions de la laïcité parce que ça ne lui est pas spécifique. Tous les débats d'idées mettent en jeu des rapports de pouvoir et sont arbitrés en définitive par des rapports de pouvoir. Mais si on fait le total des valeurs que je viens d'évoquer, je ne dirais pas que notre situation est la même que celle des pays Moyen-Orient avec tout ce qui se passe présentement. Mais je veux dire, les enjeux ne sont pas si différents finalement. Il y a des valeurs fondamentales très importantes qui sont en discussion à travers notre débat sur ces symboles qui ont l'air un peu frivoles mais qui ne le sont pas du tout. C'est des querelles de pouvoir. Il faut en parler à des jeunes filles qui portent le voile par oppression à cause de leur milieu familial, à cause de leur milieu communautaire. Là, on touche à des choses qui sont fondamentales. Merci. Je vais prendre une dernière question. Je suis sûre que pour les autres, nos conférenciers se feront tout de même un plaisir, si vous voulez venir les voir après la levée de la séance, d'y répondre. Je suis vraiment désolée, mais la dernière session de la journée paye toujours un peu le prix de retard accumulé. Alors, madame, s'il vous plaît. Bonjour. Ouf. Alors, je voulais vous poser la question simplement. Je pense effectivement que vous avez parlé aussi de populations qui sont plus avancées et je constate ici au Québec notamment que la deuxième génération d'immigration est souvent plus ouverte sur ces questions et vit l'identité davantage comme une liberté. Il demeure qu'il y a effectivement des défis et je ne vais pas prendre l'exemple du voile, je vais prendre l'exemple de la polygamie qui en ce moment, pour faire une histoire courte, les Justice Canada a préféré se retirer de la poursuite puisque si on allait sur le domaine du droit, égalité homme-femme versus liberté de religion, ils se sont rendus compte qu'ils allaient perdre et ils ont préféré aller d'abord se documenter au niveau sociologique sur essayer de faire un lien entre polygamie et différence de revenus entre hommes-femmes, donc et inégalité socio-économique davantage.
Donc on pourrait prendre cet exemple pour se demander dans quelle limite l'étude sociologique, est-ce qu'elle doit prendre en compte la réalité internationale aussi, parce que je ne sais pas si simplement dans les communautés polygames de Colombie-Britannique, on peut prouver cette différence socio-économique. Est-ce que, on va reprendre l'exemple du voile pour faire plaisir, mais je ne suis pas du tout du mouvement laïque québécois. Si jamais, est-ce que la dimension internationale, la perception du voile à l'international pourrait être prise en compte pour traiter cette demande, et non pas seulement d'un point de vue judiciaire où ça se pourrait qu'on perde. Voilà. Merci, madame. De vol pourrait être pris à niveau d'un traité. Est-ce que vous souhaitez qu'elle reformule vous demandez dans quelle mesure la dimension internationale devrait être prise en compte dans des débats nationaux, mais je ne suis pas bien certain que c'est... Voile qu'on pourrait interdire, peut-être le voile pour les enseignantes au primaire. J'imagine que c'est aussi parce qu'il y a une certaine pression. C'est vrai que dans certains pays, le voile est certainement vécu comme une contrainte par plusieurs femmes. Moi, je dirais simplement là-dessus qu'on ne peut pas conduire des débats nationaux qui ne prennent pas en compte ce qui se passe à l'échelle internationale, bien évidemment. On ne peut pas discuter de ces choses-là isolément, ni prendre de décisions isolément. Mais ça ne veut pas dire qu'on doit emprunter systématiquement et transposer systématiquement tout ce qui se fait ailleurs. Il y a un mécanisme de filtration et il y a un arbitrage local à faire, qui n'est pas toujours facile, mais enfin. Et puis pour ce qui est de la polygamie, je m'excuse, mais c'est un dossier que je n'ai pas suivi. Merci. Alors, merci beaucoup. Ça met un terme à notre séance. Je vous rappelle qu'on reprend à 19h30. À 19h30, donc, avec la présentation des travaux du Conseil de l'Europe en matière d'expérience interculturelle. Voilà, à tantôt.